Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On a une rentrée évidemment sous le signe de la géopolitique. On s'était quitté déjà à l'époque sous le signe des questions géopolitiques. On va commencer par le Royaume-Uni avec... il s'est pris baffe sur baffe là pour le coup Boris Johnson. Les députés britanniques qui ont voté, voilà, c'était hier soir, cette loi pour empêcher donc un no deal le 31 octobre. Derrière, Boris Johnson voulait des élections anticipées mi-octobre. C'est refusé par les députés. On est toujours dans le brouillard. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que tous les scénarios sont encore ouverts. On se dit quoi? Que tout mène à une impasse quand on creuse un peu, ou qu'on a réduit ou accru le risque d'un Brexit désordonné et dur au 31 octobre. Alors, il y a eu 3 votes effectivement du Parlement britannique qui sont 3 revers terribles pour Boris Johnson. Premièrement, l'obligation de demander un report s'il n'y a pas d'accord. Deuxièmement... Report à fin janvier 2020. Exactement. Deuxièmement, le refus d'élections anticipées. Ouais. Et troisièmement, l'obligation d'arriver à un accord avec l'Union européenne avant le Brexit. C'est exactement l'inverse de ce sur quoi il avait annoncé faire campagne. Et donc, en un mot... Donc le risque d'un Brexit dur a reculé. Oui, mais la conclusion est très claire, c'est que finalement le problème, ce n'était pas Theresa May, contrairement à ce qu'ont voulu faire croire un certain nombre de gens, dont Boris Johnson. Le problème, c'est le Brexit. Le Brexit qui reste donc on est toujours une équation insoluble. Absolument. Le Brexit qui est une situation qui ne peut pas trouver de solution. Pourquoi? Parce que, en fait, les problèmes que pose le Brexit n'ont jamais été évoqués, notamment, par exemple, le problème de la frontière irlandaise, où on a quand même de nouveau des attentats en Irlande du Nord. Donc la situation est quand même en train de se dégrader extrêmement vite. Ces problèmes avaient été complètement occultés. Et par ailleurs, le fond de la négociation avec l'Union européenne, l'idée que les Britanniques allaient pouvoir partir tout en gardant l'accès au grand marché, tout ça ne tient pas debout, quelles que soient par ailleurs les déclarations de Donald Trump. Et donc le scénario le plus probable, c'est quoi maintenant? On aura des élections, a priori. Je pense que de toute manière, c'est la logique. Dans une démocratie, quand les institutions sont bloquées, de toute façon, c'est totalement bloqué. La seule manière, c'est d'aller devant le peuple et de demander aux citoyens de trancher. Là où le Parlement britannique, par ailleurs, a eu raison, c'est que Boris Johnson avançait masqué et que, sous prétexte d'élection, en fait, il voulait gagner du temps pour pouvoir faire un hold-up sur un Brexit en force, masqué et clandestin. Et ça, le Parlement britannique le lui a interdit, et il a eu tout à fait raison. C'est quand même incroyable de voir que dans ce pays qui a donné naissance à la démocratie parlementaire, cette décision, c'est sans doute la plus grave depuis l'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne hitlérienne, et qu'on allait expliquer qu'un Premier ministre pouvait tout seul prendre cette décision sans en référer au Parlement, sans avoir son accord, sans l'associer de quelque manière que ce soit à la décision. Donc quelque part, les marchés, pour le coup, ont raison de garder leur sang-froid parce que ce Brexit désordonné et brutal n'aura pas lieu, a priori, fin octobre. Ah, ça me paraît absolument certain. En l'état actuel des choses, Boris Johnson, par ailleurs, a quand même une légitimité qui est... Si vous voulez, qu'est-ce que... Un dirigeant politique dans une démocratie, sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur sa légitimité. Boris Johnson est très affaibli. Ensuite, il s'appuie sur sa popularité. On a maintenant des manifestants partout. Et enfin, il s'appuie théoriquement sur une majorité. Aujourd'hui, il lui manque 43 voix pour avoir une majorité et il ne cesse d'exclure de son parti un certain nombre de ses dirigeants qui étaient parmi les plus responsables et les plus respectés. En cas d'élection, pour le coup, non anticipée, mais en cas d'élection législative, il pourrait sortir renforcé aussi. Écoutez, on verra bien. Je rappelle simplement que toutes les dernières élections qui ont eu lieu au Royaume-Uni ont donné un résultat différent de celui qui était attendu. Et puis la question qu'on a posée aux Britanniques, c'est de savoir s'ils voulaient rester ou pas dans l'Union, mais pas s'ils voulaient sortir en négociant ou de manière dure. Il faudra peut-être poser différemment la question aussi. Il est vrai aujourd'hui, à l'aune du recul qu'on a. Le débat, s'il doit y avoir un nouveau débat sur le Brexit, il sera évidemment extrêmement différent de celui qui a eu lieu en mai 2016.
Ouais. La livre sterling, qu'est-ce qu'on en dit? Parce que c'est intéressant, au plus bas depuis 1985 face à l'euro. Quelque part, c'est une bonne nouvelle pour l'économie britannique, non? Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs britanniques, parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que, si vous voulez, c'est quand même un pays où une partie des gens ont voté pour le Brexit parce que c'était ce qu'on a pu apparaître ensuite dans les différentes élections, le Royaume-Uni périphérique, avec des gens qui étaient en voie de paupérisation. Ceux-là, il faut être clair, entre l'inflation et la chute de la livre, leur pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. C'est une bonne nouvelle, notamment pour l'industrie au Royaume-Uni, mais c'est une nouvelle théorique, puisque par ailleurs, l'industrie au Royaume-Uni, elle vit avec des investissements qui viennent de l'extérieur, et que ces investissements, aujourd'hui, se sont effondrés. Dans l'optique du Brexit. Après, ça ne sera pas le bain de sang promis, encore une fois, sur les murs en cas de Brexit désordonné, parce que même le gouverneur de la Banque centrale anglaise, de la BOE, Mike Carney, qui vient de juger que l'impact d'un Brexit, pour le coup, dur, serait finalement moindre que ce qu'il avait prévu, avec une baisse, vous me direz, quand même, du PIB de 5 points, au lieu du 8, parce qu'aujourd'hui, les Britanniques se sont organisés pour un petit peu atténuer les choses. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur, encore une fois, que ce scénario dramatique, si d'aventure les choses ne tournaient pas comme il fallait? Non, enfin, évidemment, tous les chiffres sont discutables, hein, mais j'appelle quand même l'attention sur le fait qu'une perte de 5 points du PIB d'un grand pays. C'est pas anodin. Non, mais c'est l'équivalent l'Allemagne avait fait moins 4 en 2008-2009, donc c'est l'équivalent du krach de 2008. Sauf qu'en l'occurrence, c'est un krach c'est un krach politique que les Britanniques s'infligent à eux-mêmes sans aucune raison. C'est vrai, sauf que les 5 points sont dans la durée. Là, sur la crise de 2008, c'était concentré sur quelques trimestres. Là, ces 5 poins, ça peut être plus difficile. C'est vrai, mais je pense quand même que l'incertitude créée. La dernière chose que j'ajouterais, c'est qu'il ne faut pas croire que le choc sera uniquement sur le Royaume-Uni. Donc je pense que la rupture d'une partie des approvisionnements, les problèmes que ça va poser, des problèmes pratiques opérationnels, mais aussi les images de panique qu'on pourrait avoir un effet largement au-delà du Royaume-Uni. En tout cas, il y aura un effet assurément sur l'Europe, dont on sait qu'elle pourrait peut-être frôler la récession, et puis il peut même y avoir un effet sur les marchés financiers. En tout cas, les risques d'un no deal, aujourd'hui, au moment où on se parle, se sont un peu éloignés. C'est absolument vrai. Voilà. Et donc, on peut s'en réjouir, d'autant que, on parle de l'Italie aussi, c'est quand même lié, c'est lié parce qu'il y avait ces points de crispation. Il y a eu, on l'a vu, un nouveau gouvernement en Italie, après un mois de crise politique, gouvernement Conte 2, on va dire, avec là encore un savant dosage entre les forces politiques du pays, des forces politiques qui se sont toujours combattues, entre la gauche finalement et le mouvement 5 étoiles. Cet attelage baroque, il peut tenir parce que l'alliance, là encore, elle est contre nature. Oui, mais la précédente était aussi contre nature. Avec un résultat ce qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'avec le même Parlement, on aboutit. On avait connu ça d'une certaine manière avec la Chambre du Front Populaire de 1936, qui ensuite. Donc ça ne tiendra pas. Donc quand vous écoutez, ça tiendra. Ça peut tenir. Le seul ciment, c'est le refus des élections anticipées qui donnerait sans doute le pouvoir à Matteo Salvini. Donc ce sont des partenaires, mais ça peut être un ciment qui peut être assez fort. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même une sorte de revanche de la vieille démocratie parlementaire sur les populistes, avec simplement... à court terme, parce qu'il ne faut pas croire. Et puis le mouvement 5 étoiles est lui-même un mouvement populiste. Et la deuxième chose, c'est pour résister sur le fond, il faut que la démocratie parlementaire trouve des solutions. Le problème de l'Italie, il est clair, c'est que l'Italie est en récession, que le taux de pauvreté est extrêmement important, qu'on a un tiers des jeunes au chômage, qu'une partie des jeunes qualifiés s'exilent. Et que par ailleurs, de fait, c'est un pays qui a des problèmes de vieillissement, un problème permanent entre le nord et le sud, plus la pression des migrants. Donc c'est un pays qui est extrêmement... Et qui n'est pas à l'abri, encore une fois, de cette montée du populisme aussi, parce qu'en cas d'élection anticipée, on sait parfaitement ce qui se passerait aujourd'hui. Même si Salvini a raté son pari en cas d'élection. Exactement. Mais c'est finalement quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui, c'est ce moment très particulier des populistes, c'est-à-dire que d'un côté... ils accumulent quand même un certain nombre d'échecs,
Trump, sur le plan économique, commence à payer le prix de la guerre commerciale. Par ailleurs, ses paris diplomatiques sont tous perdants, ou ces confrontations. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, en quelques jours, a explosé en plein vol. Salvini est quand même, pour l'instant, sa stratégie a été mise en échec. Et si on prend par exemple Erdogan, l'économie turque est en train de se liquéfier. Mais ça laisse le problème fondamental qui est que pour que derrière l'échec des populistes débouche sur quelque chose de positif, il faut arriver à soigner les problèmes de la démocratie représentative en Europe et aux États-Unis. Et donc ça, c'est un énorme travail et on verra si en Italie, cette nouvelle coalition arrive effectivement à gérer mieux. On verra si au Royaume-Uni, les élections accouchent un jour ou l'autre à la fois d'un leader fort, responsable, d'une majorité solide et d'une vraie stratégie. Du coup, pardon, mais la menace en tout cas en Italie, aujourd'hui, se fait moins forte. Quand on voit, menace d'un point de vue des marchés, quand on voit le taux à 10 ans italien, on est en dessous des 1%. On est bien loin des 3 ou 4%, au pire de la crise politique et du bras de fer avec Bruxelles. Il est certain que là encore, même si c'est de manière peut-être momentanée, mais le grand péril populiste qui était Salvini est écarté à court terme. Mais pour arriver à traiter le problème, ça suppose que cette coalition arrive à traiter les problèmes structurels de l'Italie, ce qui est un énorme travail. Ouais, on aurait dû commencer par ça, mais effectivement, il fallait parler du Brexit aux États-Unis, voilà, cette guerre commerciale, avec cette nouvelle escalade, parce qu'on s'était quittés quasiment tous avant les vacances avec une trêve commerciale qui a volé en éclats, puisque le président américain est reparti à l'offensive. On se dit quoi? On se dit que d'ici l'élection américaine, possible réélection du président Trump, il y aura un accord ou pas du tout? Parce que c'est compliqué quand on regarde, encore une fois, les derniers indicateurs pointent un ralentissement un peu partout dans le monde, peut-être un petit peu moins aux États-Unis, paradoxalement. Voilà, il a besoin ou pas d'un accord? Alors, il aurait besoin d'un accord, mais je ne pense pas... les deux options se défendent. Mais je ne pense pas qu'il l'aura parce que la Chine ne cédera pas. Et je crois que là-dessus... Trump n'aura pas d'accord parce que la Chine ne cédera pas. Oui, et elle cédera d'autant moins que, par ailleurs, il y a aujourd'hui le problème politique de Hong Kong qui se rajoute pour le président Xi Jinping au problème économique avec les États-Unis. Et donc c'est une épine dans le pied pour Trump qui finalement ne maîtrise pas sa guerre commerciale. Alors, si vous voulez, ne pourra pas clore la séquence. C'est sûrement un problème pour Donald Trump. C'est un problème de toute façon également pour le monde parce que le problème de la guerre commerciale, d'abord, contrairement à ce que a toujours assuré Donald Trump, ils sont faciles à gagner, dit-il. Voilà. Et en fait, la caractéristique des guerres commerciales, c'est que tout le monde est perdant. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Les gens sont perdants. C'est pas un drame aux États-Unis, pardon, le taux de chômage au plus bas depuis 60 ans. Il faut faire très attention aux effets de court terme et aux effets de long terme. Je rappelle que dans les années 30, c'est les États-Unis qui ont lancé le cycle protectionniste. C'est en 1930 qu'ils le lancent. Pas dans les mêmes proportions. Bien sûr que si. Il y avait une augmentation sur des dizaines de milliers de produits industriels et les échanges mondiaux, les paiements mondiaux ont diminué des 3/4 sur la décennie. Aujourd'hui, on voit que le poison est en train de se répandre. Donc, si on regarde le commerce bilatéral entre États-Unis et Chine, il est en train de s'effondrer. Les États-Unis, les entreprises américaines sortent leurs actifs pour les relocaliser en Asie. Certains secteurs, comme l'agriculture des États-Unis, commencent à souffrir énormément. Et par ailleurs, le commerce mondial, il était annoncé à plus de 3,5. Il est en train de revenir autour de 2. Donc c'est Trump qui a plié. Donc c'est Trump qui a plié. Ou la guerre commerciaile restera ouverte jusqu'à la fin de son mandat? Non, je pense que ce qu'il a lancé est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand on regarde par ailleurs les candidats démocrates, aujourd'hui, la grande confrontation entre les États-Unis et la Chine ne se limite pas à Trump. Une grande partie des démocrates, aujourd'hui, accueillent et soutiennent en tout cas l'idée d'un changement de la posture vis-à-vis de la Chine. Et par ailleurs, les séquelles de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est déjà des séquelles extrêmement durables. On est clairement dans un cycle maintenant de démondialisation. Et ça, c'est Trump qui l'a lancé, mais tout le monde participe aujourd'hui à ce mouvement. Donc, de toute manière, que Trump fasse 1 ou 2 mandats, peu importe, mais il y aura un monde post-Trump qui sera extrêmement différent. C'est d'ailleurs une chose qu'il faut avoir en tête. Les populistes
Encore aujourd'hui, on voit les pancartes qui comparent Boris Johnson à un clown. Et il faut prendre les populistes au sérieux. Ils appliquent ce qu'ils ont dit et les séquelles de leurs actions sont durables. L'Italie, y compris aujourd'hui, l'Italie post-Salvini, elle est extrêmement différente de l'Italie d'avant la coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Donc aujourd'hui, le monde est effectivement différent et Trump a fait donc un mouvement de démondialisation d'un côté et l'autre aspect, c'est que sur le plan diplomatique, il a perdu tout séparé. Donc la Chine ne craque pas, l'Iran ne craque pas, la Corée du Nord ne craque pas, même le Venezuela de Maduro. Oui, mais l'économie américaine ne craque pas et pour lui, c'est l'essentiel. Et on finit là-dessus. Absolument. Donc pour l'instant, certains secteurs sont touchés et par ailleurs, il y a quand même une volatilité des marchés financiers qui est extrême. Donc c'est vraiment un jeu de cartes. Fondamentalement, si vous voulez, faire une relance massive sur une économie en plein emploi, ça reste une aberration. Faire vivre tout ça avec de l'argent gratuit, c'est une aberration. Dans l'histoire du capitalisme, ce genre de politique, ça s'achève toujours par une énorme secousse financière. Donc ce que Trump... Mais les banques centrales vont gagner du temps, on l'a compris, dans les prochains mois. Les banques centrales, elles n'ont plus tant de munitions que ça. Et par ailleurs, la pression, la déstabilisation de la banque centrale américaine par Trump, clairement... atteint un niveau absolument inouï d'ailleurs. Voilà, et en tout cas, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que ça ne sert pas à la stabilité du système, ni aux États-Unis, ni dans le monde. Voilà, toujours intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Bavrez. Merci beaucoup. Donc, l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Merci. À très bientôt.